Merci d'être fidèle à notre programme. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Dans l'actualité de ce mardi, des réactions sur les affrontements d'hier à Ziguinchor, des scènes de violence entre partisans de Ousmane Sonko et ceux de Doudouka. Au lendemain de ces événements, le leader de PASTEF accuse la police d'être responsable de ces altercations. Des scènes qui nous emmènent à nous demander s'il s'agit de prémices d'une violence préélectorale. Les imams et oulémas du Sénégal appellent au calme afin d'éviter d'autres confrontations. La rentrée scolaire dans un contexte de crise financière, les parents se préparent aux dépenses dites obligatoires. Entre les trousseaux scolaires et les inscriptions, beaucoup se disent tourmentés, vous les entendrez dans ce journal. Et enfin, réussir au Sénégal qui s'intéresse ce soir à l'industrie de jouets, des jouets typiquement africains. Rakida Faye est une passionnée. Elle a lancé sa boutique de fabrication et de vente de jouets pour enfants. Oumar Khan l'a rencontré et ce sera dans la deuxième partie de cette édition. Alors, des scènes de violence ont été notées hier à Ziguinchor entre des partisans d'Ousmane Sonko et ceux de Doudouka et des blessés ont également été signalés. Aujourd'hui, le leader du PASTEF a réagi à ces violences. Il accuse la police d'être partiellement responsable de ces événements. Ousmane Sonko décrit une attitude irresponsable. On l'écoute. À un moment donné, nos hôtes de l'UNACOA ont appelé le commissaire, la police en tout cas, devant moi pour signaler la situation qui s'est déroulée. Et entre cet appel et la fin de la réunion, il s'est passé plus d'une heure de temps. Et c'est pourquoi je déplore l'attitude de la police nationale. Parce que cette police refuse d'être une police professionnelle. Qu'elle n'est pas une police de Macky Sall. Elle n'est pas une Gestapo. Cette police est payée par l'impôt des contribuables sénégalais pour assurer la sécurité de tout le monde. À chaque fois que PASTEF a été agressé quelque part, la police n'a pas bougé le petit doigt. Vous n'avez jamais entendu que PASTEF agresse quelqu'un. C'est déplorable. La police n'a pas voulu bouger. Et pourtant, quand à la fin de la réunion, je le dis, n'eût été le professionnalisme de ma sécurité qui s'est organisé pour dégager la voie et nous permettre de sortir, il y aurait pu y avoir mort d'homme. Quand on est sorti jusqu'à la route principale du marché Boucotte, on a vu une fourgonnette de la police stationnée. Ils ne sont même pas entrés dans le quartier pour essayer de s'interposer entre les parties. C'est indigne d'une police républicaine, je le dis et je le répète. Et la police est partiellement responsable de ce qui s'est passé hier. Pourtant, des policiers et des gendarmes ont appelé des proches jusqu'à Dakar, d'ici, pour leur dire, oui, il paraît qu'il y a un guet-apens contre Sonko là-bas. Mais ils n'étaient pas fichus de se déplacer pour venir s'interposer. À noter que Doudouka a lui aussi donné une conférence de presse cet après-midi pour apporter des précisions suite à ces événements, des éléments que vous pourrez suivre dans nos éditions prochaines. Dans ces conflits politiques, ce sont hélas les jeunes qui sont toujours en première ligne. S'agirait-il d'un engagement inconscient ou tout simplement d'une manipulation de la part des hommes politiques? Voyez ces avis recueillis par notre reporter Pape Madjara Tessar. Des jeunes comme boucliers pour les hommes politiques. Les tableaux constatés parfois sur le terrain politique donnent cette impression et suscitent le débat autour de ce vendeur de café. Chacun a son point de vue sur la question. Pour certains, les jeunes se laissent manipuler trop facilement. Non, il y a des gens, on peut dire qu'ils n'ont rien à faire, mais il y a des gens aussi, il ne faut pas travailler. C'est ça, ce qui crée ça, c'est ce que je pense moi. Il y a des gens, ils vont te dire, il n'y a pas de travail, mais il y a des gens aussi, ils vont te dire, il n'y a pas de travail, mais on ne veut pas travailler. Autre raison évoquée pour expliquer la récurrence de cette situation, l'oisiveté de certains jeunes affectés financièrement. Je crois que les politiciens jouent sur la conscience des jeunes. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la pauvreté est un facteur de ce phénomène-là. La pauvreté est un facteur de ce phénomène-là. Parce que, actuellement, à l'heure où nous sommes au Sénégal, la vie est dure. Un politicien peut voir un jeune et lui proposer un marché ou bien un deal, lui donner de l'argent pour faire des choses. Bon, il ne voit pas la conséquence maintenant, mais
c'est après qu'ils verront les conséquences. Pour échapper au risque de se faire blesser ou de perdre la vie dans ce genre d'affrontement, nos interlocuteurs invitent à un éveil de conscience face à l'instrumentalisation. Bon, je dirais qu'il y a un manque de conscientisation au niveau des jeunes. Et c'est là où qu'on devrait s'impliquer en fait. Essayer de conscientiser la jeunesse. Certes, on a une magnifique jeunesse, mais aussi on vit dans une précarité. C'est facile d'amener les jeunes à faire des choses dans lesquelles ils ne vont pas se situer en fait. Pour rappel, ce lundi, des affrontements ont éclaté entre les partisans de Doudou Ka de l'APR et ceux d'Ousmane Sonko de PASTEF à Ziguinchor. Des jeunes s'en sont tirés avec des blessures graves. Et d'autres voix ont également dénoncé ces violences préélectorales. L'Association des imams et oulémas du Sénégal appelle au calme, à la retenue et surtout au sens de la responsabilité. Un message livré par le chargé de la communication du bureau exécutif de l'association. Il s'appelle Mamoktar Diaye. L'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, à travers son bureau exécutif, condamne fermement et déplore les incidents qui se sont passés hier dans la région de Ziguinchor entre les militants de PASTEF d'Ousmane Sonko et ceux de Benno Bokk Yakaar de Doudou Ka. Des incidents qui n'honorent pas du tout notre démocratie. Et sur ce, les imams et oulémas du Sénégal lancent un appel solennel à toutes et à tous au calme, à la retenue et surtout encore au sens de responsabilité afin que de pareils actes ne se reproduisent plus dans notre pays et que la paix, la stabilité et la cohésion nationale puissent être davantage consolidées, surtout à l'approche des élections locales de janvier 2022. Impliqués dans une affaire de trafic de migrants, les rappeurs Kilifeu et Simon pourraient bénéficier d'une liberté provisoire. En tout cas, selon leur avocat, Maître Moussa Sarr, toutes les conditions sont réunies pour ces explications recueillies par Malik Cissé. Je confirme que nous avons déposé une demande de mise en liberté provisoire à la suite de l'audition au fond de nos clients Kilifeu et Simon. Nous attendons la suite qui sera réservée à cette demande. Et au regard des prétendus faits qui sont reprochés à nos clients, par rapport aux incriminations retenues, il est manifeste que ces incriminations ne reposent sur aucun fondement parce que ça n'a aucun rapport avec les faits. Outre une situation inédite qui est là, l'existence d'une infraction de collecte illicite de données qui n'a pas encore été sanctionnée. Le collectif des avocats a déposé une plainte à la cybercriminalité depuis le 14 septembre et jusqu'à ce jour, il n'y a aucune suite. Toutes les conditions légales sont réunies. Je rappelle que, quelle que soit la prétendue gravité des faits qui sont reprochés à nos clients, ils sont présumés innocents. En outre, également, ils bénéficient d'une garantie de représentation. À partir de ce moment-là, il ne fait aucun doute que les conditions légales pour obtenir une liberté provisoire sont réunies, étant entendu que le principe, c'est la liberté, l'exception, la détention. Aujourd'hui, la détention de nos clients n'est pas du tout nécessaire ou n'est plus nécessaire. Annoncé en titre, la nouvelle année scolaire démarre donc ce jeudi. Le casse-tête reprend alors pour les parents entre inscription, achat de fournitures scolaires et autres dépenses supplémentaires. Un sacré coup dur pour les portefeuilles illustrations dans ce reportage signé Mme Alassane Sek avec Augustin Mandan. Rougui, mère de famille, les frais scolaires viennent alourdir pour elle la charge des 3 repas quotidiens, sans parler de la location. C'est difficile en cette période, surtout quand on veut assurer les repas quotidiens. À cela s'ajoute la location et les fournitures scolaires qui viennent encore constituer une charge. Madame Diop accompagne sa fille au salon de coiffure. Pour elle, jusque-là, tout se passe bien. Nous rendons grâce à Dieu. J'étais même en train d'accompagner ma fille au salon de coiffure. Les inscriptions sont très chères et j'étais à son école pour essayer de trouver un terrain d'entente avec eux. Finalement, ils ont accepté que je paye la scolarité tous les 2 mois. Quelles que soient les conditions, Khadim Dia, tailleur, se dit déterminé à répondre aux besoins de ses enfants. Il leur demande juste
de bien travailler à l'école. Quelle que soit la situation, je me débrouille pour acheter les fournitures pour mes enfants. Même si c'est des fois très compliqué, ça peut aller même jusqu'à 200 000 francs CFA. La seule chose que je leur demande, c'est de bien travailler à l'école. Les préparatifs pour la rentrée scolaire, une phase difficile d'ordinaire. Et la crise liée à la pandémie du Covid-19 n'est pas pour arranger les choses. Pour alléger les charges, la mairie de Marsassoum-Sédio vient en appui aux écoles de la commune. 7 millions de francs CFA en fourniture scolaire. Ousmane Demba, notre correspondant sur place, nous parle justement de cette action de solidarité. De 5 millions, la subvention annuelle de la mairie est passée à 7 cette année. Une hausse qui justifie tout l'intérêt que le maire Séni Mandian et son équipe entendent accorder à l'éducation. Cette année, nous avons décidé d'augmenter un peu ce montant, compte tenu également du fait que le nombre d'écoles au niveau de la commune a augmenté considérablement. Également, les acteurs de l'éducation nous ont fait parvenir de nouveaux besoins. Donc, compte tenu de tout cela, nous avons donc cette année mobilisé un montant de 7 millions de francs CFA pour donc doter les élèves de Marsassoum de matériel didactique, de fourniture scolaire, de petits matériels, nous permettant d'être en phase avec le slogan Ubitei Djangtei de l'État du Sénégal. Après avoir reçu cet important lot de fournitures scolaires et de matériel didactique, Arona Swadio, au nom de ses collègues du collectif des directeurs d'école, s'est félicité de cet esprit d'anticipation des autorités municipales. On a fait la situation et la répartition a été faite papier. On s'est rendu compte que véritablement la mairie a fait de gros efforts, non seulement en augmentant certaines rubriques, n'est-ce pas, mais aussi ils ont donné le matériel à temps. Le maire a vivement magnifié les bonnes volontés dont les contributions significatives ont permis de faire ce geste à l'endroit de la communauté éducative. Nous avons un compatriote, Elhaj Bamaro Dramé, qui réside au Cameroun, qui nous a accompagnés dans cet élan de générosité envers la jeunesse de Marsassoum, en habillant pratiquement toutes les ASC. Répondant à l'appel du maire, les acteurs du mouvement associatif qui ont eux aussi reçu leurs subventions d'un montant d'1 600 000 francs CFA ont pris l'engagement de s'investir dans les investissements humains des écoles. Malgré ces efforts de la municipalité et de l'engagement de la jeunesse, l'inquiétude au sujet du lycée persiste à cause du nombre important d'abris provisoires laissés souvent à la merci des intempéries. Merci beaucoup Seynabou Babou. Toute autre chose maintenant pour mieux outiller les compagnies d'électricité en Afrique de l'Ouest. 24 techniciens issus de l'espace CEDEAO se forment actuellement à Dakar en énergie renouvelable et la formation est précisément axée sur l'exploitation et l'intégration de la production d'énergie renouvelable dans les réseaux. Les précisions de Babacar Seck. La première phase du projet de développement solaire en Afrique subsaharienne a été lancée avec la formation et la certification en énergie renouvelable solaire de 24 acteurs du secteur venus de l'espace CEDEAO. L'intégration des énergies renouvelables constitue l'un des grands défis de nos sociétés d'électricité qui se sont toutes engagées dans la décarbonation de notre production d'énergie électrique. Maintenant, au vu des contraintes techniques que ces énergies renouvelables posent souvent dans l'exploitation du fait de leur intermittence, il est important aujourd'hui que les sociétés puissent disposer d'experts avérés et expérimentés pour pouvoir gérer au mieux ces énergies propres. À travers cette formation sous-régionale, l'organisation en charge de l'échange électrique en Afrique de l'Ouest vise à renforcer la capacité des acteurs dans l'exploitation de l'énergie solaire. Et le problème dans notre sous-région, nous n'avons pas suffisamment de connaissances ni au sein des sociétés d'électricité, ni au sein des ministères, ni des acteurs de l'énergie pour en fait développer ces projets-là parce que c'est une technologie nouvelle qui nous arrive. Il était de notre devoir d'aller chercher les compétences, d'aller chercher les moyens pour amener ces connaissances-là au niveau de la sous-région. Le Sénégal a atteint ses objectifs avec l'intégration de près de 30% d'énergie renouvelable dans le réseau. Oui, l'objectif est très clair et décliné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui avait, lors de la COP21 à Paris, fixé l'objectif de 30% d'énergie renouvelable dans notre parc de production, ce que nous avons atteint.
Après les francophones, une dizaine d'acteurs de l'électricité ouest-africain anglophone va subir le programme de formation et de certification en énergie renouvelable au Cap des Biches. Et de la culture dans ce 1945, le FESPACO démarre ce samedi le Sénégal. Avant le Sénégal, le Burkina Faso sera donc l'attraction du monde du cinéma africain. Invité d'honneur, le Sénégal a contribué à hauteur de 120 millions de francs CFA à l'organisation de l'événement. Et plus de 200 prix sont en jeu. Abdourahmane et Mafalfal. Sourire aux lèvres, les autorités s'affichent rassurées pour dire que le pays invité d'honneur au FESPACO est prêt. Le chef de l'État, dans son intention de participer à la réussite de l'événement, a débloqué la somme de 120 millions de francs CFA. Il a demandé au ministre de la Culture et de la Communication de prendre en charge la mise à disposition du système technique de sonorisation pour un coût de 50 millions. Il y a une subvention que le président de la République a demandé également de mettre à la disposition du FESPACO, une subvention de 25 millions pour l'organisation du FESPACO au titre de la contribution du Sénégal. Il y a aussi le prix spécial qui a une valeur de 10 millions. Le prix spécial Macky Sall. Au-delà du chef de l'État, c'est tout un pays qui se mobilise. Le Sénégal, à travers ses producteurs, va exporter ses connaissances, imagination et créativité à ce festival dans le but de remporter les plus de 200 prix en jeu. Nous devons beaucoup à cette génération qui monte, qui est une génération qui est chevillée sur une nouvelle écriture de cinéma. Parce que Sembène disait une phrase extraordinaire, il disait « cinéma day am sant ». Cinéma dafay am sant. C'est-à-dire qu'un cinéaste doit chercher à travers lui-même qu'est-ce qu'il peut amener de nouveau pour éblouir le monde. Et je pense que cette édition-là va être une belle occasion pour nous de tenter d'éblouir le monde et surtout d'être à la hauteur. Le réseau des entreprises audiovisuelles et cinématographiques en a bien conscience. Et justement, une participation de très haute facture du Sénégal justifie l'investissement humain et financier du Sénégal à ce rendez-vous culturel. Une nouvelle édition dans un contexte particulier de crise sanitaire. Ce festival va brasser du monde. Et quand on prend le volet professionnel, c'est quand même en 7 000 à 10 000 personnes qui vont être accréditées. Et vous savez que le festival aussi a un volet populaire. Et donc, au bout du compte et au bout de la semaine, c'est quand même 400 à 500 000 spectateurs en gros. Raison pour laquelle il y a une commission qui s'est chargée de mettre en place un protocole sanitaire. Du 16 au 23, le 7e art a l'honneur à ce grand rendez-vous qui verra la participation des acteurs du monde musical sénégalais comme DJ Awadi ou Baba Mal. Le Sénégal participe aussi à l'Expo Dubaï 2020 et nous prenons justement le vol pour Dubaï. Les Sénégalais sont sur place. C'est l'événement mondial sur l'innovation se prépare activement et ces Sénégalais comptent montrer leur génie dans plusieurs secteurs. De nos envoyés spéciaux, Isidore Alexandre Sen avec Serine Saludem. En plus de venir exposer, Madame Bah profite bien de son séjour à Dubaï. Dubaï, c'est pays avec ses immeubles en filature, son transport bien organisé, bref, un développement à fleur de peau. Pourtant, nous sommes en plein désert, transformé en opportunité. La Sénégalaise exprime sa joie de découvrir Dubaï. Dubaï is amazing. Ce qu'on a vu ici, vraiment, c'est une grande opportunité pour toutes les entreprises qui viennent de commencer, pour les entreprises qui sont déjà bien installées, de se faire connaître, de nouer des contacts, des partenariats. Et ce que nous sommes venus chercher. Une autre Sénégalaise, Magui Bari, elle s'active dans le domaine de la confection d'habits. À l'exposé universel de 2020, elle et les responsables de son entreprise comptent nouer aussi des relations d'affaires avec d'autres nationalités. L'exposition, nous allons montrer ce que nous faisons, ça veut dire la confection des tenues africaines, les costumes africains que nous avons créés. Et en même temps aussi essayer de nouer des partenariats et des relations internationales, passer à travers les différents pavillons qui sont là, visiter les pays et pouvoir, comment dirais-je, en savoir plus sur les autres. Exposant, visitant en même temps. Voilà, en même temps. En même temps, parce que c'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que mon entreprise participe,
Mais pour moi, c'est la première fois et nous voudrions bien en profiter pour que ça puisse bénéficier à l'entreprise. Depuis quelques années, le Sénégal a engagé une politique industrielle, une politique qu'il faut vulgariser selon le directeur général de la PROSI. C'est une opportunité pour montrer ce que le Sénégal fait. Dans notre secteur, c'est l'industrialisation. C'est également bien sûr attirer les investisseurs étrangers, mais également vendre la destination Sénégal et aussi avoir les opportunités de découvrir ce qui se fait de mieux dans tout le monde. Et c'est un événement particulier. Avec la Covid, le monde était au ralenti et aujourd'hui, avec Dubaï Expo, c'est une autre relance, c'est une relance de l'activité. C'est également une opportunité d'échange sur tous les domaines d'activité, disons que ce soit dans l'électronique, que ce soit également dans le commerce, dans l'art, dans tout ce qui est économique et autres, et social même, et bien sûr dans tout ce qui est environnement. C'est une opportunité pour le pays, c'est une opportunité, disons, pour la délégation sénégalaise de venir voir ce qui se passe et d'échanger. L'industrie, mais aussi le tourisme. L'exposition de Dubaï devrait inspirer tous les pays à investir davantage dans ce secteur. Mahamadou Diallo, agent de tourisme, est originaire de Podor, dans le nord du Sénégal. On doit copier ce modèle-là, ce qu'est en train de faire les Arabes. C'est ça qu'on doit faire au Sénégal, qu'on doit faire en Afrique. J'appelle aussi à nos présidents et à nos dirigeants de prendre Dubaï comme un modèle. Moi, je suis très surpris quand je vois tout ce qui se passe ici quand même, vraiment. Je dis, nous sommes très en retard par rapport à certains pays. En attendant, l'exposition universelle 2020 de Dubaï bat son plein avec toutes les couleurs. Une note de sport à présent. Le Sénégal est la première nation dans la zone Afrique à atteindre les barrages après sa victoire aujourd'hui aux dépens de la Namibie, 3-1. Il s'agit du troisième et dernier tour sur le chemin de Qatar 2022. Là-dessus, le sélectionneur national des Lions, Aliou Cissé. Ça n'a pas loupé, mais je pense que nos garçons ont été présents. On a eu du répondant, c'est un match vraiment de caractère qui s'est joué au mental. À l'arrivée, je pense que les 3 points sont quand même mérités, mais effectivement, ce fut un match difficile. Pour l'instant, je pense qu'il est un petit peu trop tôt de se projeter sur ces 2 derniers matchs. Mais nous savons aussi que l'équipe du Sénégal, ce n'est pas seulement 11 joueurs, mais 23 joueurs. Nous savons aussi que nos joueurs vont jouer vraiment beaucoup de matchs à partir du mois de novembre avec leur club. C'est vrai qu'on est qualifié, mais le Sénégal est une équipe qui doit chaque sortie prouver, chaque sortie montrer, chaque sortie être à la hauteur du statut qu'il a. Effectivement, ces 2 matchs-là peuvent nous permettre aussi de voir d'autres garçons. Mais pour l'instant, on est satisfait de cette victoire. Nous voulons vraiment la dédier à notre pays, à notre peuple, à tous nos supporters, tous les gens qui sont derrière nous depuis le début. Parce qu'à force de jouer des matchs, nous retrouvons en ossature, nous retrouvons une équipe qui joue depuis un bon bout de temps ensemble. Les automatismes se créent, des affinités se créent dans le jeu. Cet après-midi, on a fait de très bonnes choses contre la Namibie. Le premier match aussi, nous avons fait de très bonnes choses. Je pense que ces matchs-là vont nous aider aussi à préparer la Coupe d'Afrique. Et il est important de bien les préparer parce que ça sera la suite après pour la Coupe d'Afrique. Région au Sénégal s'intéresse aujourd'hui à un domaine assez peu fréquenté par les entrepreneurs sénégalais, la commercialisation et surtout la fabrication de jouets africains. Raki Dafé est une jeune passionnée en la matière. En 2015, elle a donc décidé de lancer sa propre boutique de vente de jouets typiquement africains et c'est notre modèle de réussite au Sénégal. Oumar Kane et Moussa Fall l'ont rencontré. Alifa, une boutique de jouets pour enfants. Une boutique de jouets particulière. Ici, tout est inspiré de la culture africaine. Des poupées noires, toutes habillées en wax. Des puzzles avec la carte de l'Afrique ou du Sénégal. Des livres de contes africains,
ou encore cette dinette africaine. Une africanité que Raki Daffé ne prend pas à la légère. Depuis plusieurs années, nos enfants jouent avec des jouets importés. Bon, je ne dis pas que c'est pas bon, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment avoir une représentation de nos enfants dans les jouets, mais aussi leur permettre d'avoir une estime de soi et aussi de s'identifier à travers ce que nous faisons. Voilà, donc aujourd'hui, nous voulons vraiment nous concentrer sur le fait de leur proposer des outils qui répondent à leur environnement et qui démontrent qui ils sont. Si on regarde tous les dessins animés qui existent, nous voyons des enfants d'une autre couleur avec des cheveux blonds, etc. Donc aujourd'hui, il est important de vraiment rendre à nos enfants leur estime et pouvoir leur permettre de se reconnaître et aussi de savoir qu'ils sont beaux, voilà, qu'ils ont de beaux cheveux, que c'est de belles personnes en général et que nous nous habillons bien aussi. Alifa, une boutique que Raki a ouverte depuis 2015 après son premier bébé. Un fils à qui elle a voulu inculquer la culture et les valeurs africaines dès le bas âge. C'est une passion pour la création, mais aussi une passion pour l'Afrique et pour les enfants. Voilà, donc l'idée m'est venue après que j'ai eu mes enfants, mon fils, voilà, donc je voulais vraiment lui inculquer la culture africaine et les valeurs africaines, et je ne trouvais rien sur le marché qui pouvait me permettre en fait de le faire. Voilà, donc c'est là où l'idée est arrivée. On se quitte sur ces notes. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV et à demain à 19h45.